Chapitre 13. Coopération. La production capitaliste ne commence en fait à s'établir que là où un seul maître exploite beaucoup de salariés à la fois, où le procès de travail, exécuté sur une grande échelle, demande pour l'écoulement de ses produits un marché étendu. Une multitude d'ouvriers fonctionnant en même temps sous le commandement du même capital, dans le même espace, ou si l'on veut sur le même champ de travail, en vue de produire le même genre de marchandises, voilà le point de départ historique de la production capitaliste. C'est ainsi qu'à son début, la manufacture proprement dite se distingue à peine des métiers du Moyen-Âge, si ce n'est par le plus grand nombre d'ouvriers exploités simultanément. L'atelier du chef de corporation ne fait qu'élargir ses dimensions. La différence commence par être purement quantitative. Le nombre des ouvriers exploités ne change en rien le degré d'exploitation, c'est-à-dire le taux de la plus-value que rapporte un capital donné. Et des changements ultérieurs qui affecteraient le mode de production ne semblent pas pouvoir affecter le travail en tant qu'il crée de la valeur. La nature de la valeur le veut ainsi. Si une journée de 12 heures se réalise en 6 shillings, 100 journées se réaliseront en 6 shillings fois 100. 12 heures de travail étaient d'abord incorporées au produit, maintenant 1200 le seront. 100 ouvriers travaillant isolément produiront donc autant de valeur que s'ils étaient réunis sous la direction du même capital. Néanmoins, en de certaines limites, une modification a lieu. Le travail réalisé en valeur est du travail de qualité sociale moyenne, c'est-à-dire la manifestation d'une force moyenne. Une moyenne n'existe qu'entre grandeurs de même dénomination. Dans chaque branche d'industrie, l'ouvrier isolé, Pierre ou Paul, s'écarte plus ou moins de l'ouvrier moyen. Ces écarts individuels, ou ce que mathématiquement on nomme erreur, se compensent et s'éliminent dès que l'on opère sur un grand nombre d'ouvriers. Le célèbre sophiste et sycophante Edmund Burke, se basant sur sa propre expérience de fermier, assure que même dans un peloton aussi réduit qu'un groupe de 5 garçons de ferme, toute différence individuelle dans le travail disparaît, de telle sorte que 5 garçons de ferme anglais adultes pris ensemble font dans un temps donné autant de besogne que n'importe quels 5 autres. Note 1. Que cette observation soit exacte ou non, la journée d'un assez grand nombre d'ouvriers exploités simultanément constitue une journée de travail social, c'est-à-dire moyen. Supposons que le travail quotidien dure 12 heures. 12 ouvriers travailleront alors 144 heures par jour, et quoique chacun d'eux s'écarte plus ou moins de la moyenne et exige par conséquent plus ou moins de temps pour la même opération, leur journée collective comptant 144 heures possède la qualité sociale moyenne. Pour le capitaliste, qui exploite les 12 ouvriers, la journée de travail est de 144 heures, et la journée individuelle de chaque ouvrier ne compte plus que comme quote-part de cette journée collective. Il importe peu que les 12 coopèrent à un produit d'ensemble ou fassent simplement la même besogne côte à côte. Mais si au contraire les 12 ouvriers étaient répartis entre 6 petits patrons, ce serait pur hasard si chaque patron tirait de sa paire la même valeur et réalisait par conséquent le taux général de la plus-value. Il y aurait des divergences. Si un ouvrier dépense dans la fabrication d'un objet beaucoup plus d'heures qu'il n'en faut socialement, et qu'ainsi le temps de travail nécessaire pour lui individuellement s'écarte d'une manière sensible de la moyenne, alors son travail ne comptera plus comme travail moyen, ni sa force comme force moyenne. Elle se vendra au-dessous du prix courant ou pas du tout. Un minimum d'habileté dans le travail est donc toujours sous-entendu, et nous verrons plus tard que la production capitaliste sait le mesurer. Il n'en est pas moins vrai que ce minimum s'écarte de la moyenne, et cependant la valeur moyenne de la force de travail doit être payée. Sur les 6 petits patrons, l'un retirera donc plus, l'autre moins que le taux général de la plus-value. Les différences se compenseront pour la société, mais non pour le petit patron. Les lois de la production de la valeur ne se réalisent donc complètement que pour le capitaliste qui exploite collectivement beaucoup d'ouvriers, et met ainsi en mouvement du travail social moyen. Note 2. Même si les procédés d'exécution ne subissent pas de changement, l'emploi d'un personnel nombreux amène une révolution dans les conditions matérielles du travail. Les bâtiments, les entrepôts pour les matières premières et marchandises en voie de préparation, les instruments, les appareils de toutes sortes, en un mot les moyens de production, servent à plusieurs ouvriers simultanément. Leur usage devient commun. Leur valeur échangeable ne s'élève pas parce qu'on en tire plus de services utiles, mais parce qu'ils deviennent plus considérables. Une chambre où 20 tisserands travaillent avec 20 métiers doit être plus spacieuse que celle d'un tisserand qui n'occupe que 2 compagnons. Mais la construction de 10 ateliers, pour 20 tisserands travaillant 2 à 2 côte à côte, coûte plus que celle d'un seul où 20 travailleraient en commun.
En général, la valeur de moyens de production communs et concentrés ne croît pas proportionnellement à leur dimension et à leur effet utile. Elle est plus petite que la valeur de moyens de production disséminés qu'ils remplacent et de plus se répartit sur une masse relativement plus forte de produits. C'est ainsi qu'un élément du capital constant diminue, et par cela même la portion de valeur qu'il transfère aux marchandises. L'effet est le même que si l'on avait fabriqué par des procédés moins coûteux les moyens de production. L'économie dans leur emploi ne provient que de leur consommation en commun. Ils acquièrent ce caractère de conditions sociales de travail qui les distingue des moyens de production éparpillés et relativement plus chers, lors même que les ouvriers rassemblés ne concourent pas à un travail d'ensemble, mais opèrent tout simplement l'un à côté de l'autre dans le même atelier. Donc, avant le travail lui-même, ces moyens matériels prennent un caractère social. L'économie des moyens de production se présente sous un double point de vue. Premièrement, elle diminue le prix de marchandises et par cela même la valeur de la force de travail. Secondement, elle modifie le rapport entre la plus-value et le capital avancé, c'est-à-dire la somme de valeur de ces parties constantes et variables. Nous ne traiterons ce dernier point que dans le 3e livre de cet ouvrage. La marge de l'analyse nous commande ce morcellement de notre sujet. Il est d'ailleurs conforme à l'esprit de la production capitaliste. Là, les conditions du travail apparaissent indépendantes du travailleur, leur économie se présente donc comme quelque chose qui lui est étranger et tout à fait distincte des méthodes qui servent à augmenter sa productivité personnelle. Quand plusieurs travailleurs fonctionnent ensemble en vue d'un but commun dans le même procès de production, ou dans des procès différents mais connexes, leur travail prend la forme coopérative. Note 3. De même que la force d'attaque d'un escadron de cavalerie ou la force de résistance d'un régiment d'infanterie diffère essentiellement de la somme des forces individuelles, déployées isolément par chacun des cavaliers ou fantassins, de même la somme des forces mécaniques d'ouvriers isolés diffère de la force mécanique qui se développe dès qu'ils fonctionnent conjointement et simultanément dans une même opération indivise, qu'il s'agisse par exemple de soulever un fardeau, de tourner une manivelle ou d'écarter un obstacle. Note 4. Dans de telles circonstances, le résultat du travail commun ne pourrait être obtenu par le travail individuel, ou ne le serait qu'après un long laps de temps ou sur une échelle tout à fait réduite. Il s'agit non seulement d'augmenter les forces productives individuelles, mais de créer par le moyen de la coopération une force nouvelle, ne fonctionnant que comme force collective. Note 5. À part la nouvelle puissance qui résulte de la fusion de nombreuses forces en une force commune, le seul contact social produit une émulation et une excitation des esprits animaux, entre parenthèses, animal spirits, qui élève la capacité individuelle d'exécution assez pour qu'une douzaine de personnes fournissent dans la journée combinée de 144 heures un produit beaucoup plus grand que 12 ouvriers isolés, dont chacun travaillerait 12 heures, ou qu'un seul ouvrier qui travaillerait 12 jours de suite. Note 6. Cela vient de ce que l'homme est par nature, sinon un animal politique suivant l'opinion d'Aristote, mais dans tous les cas un animal social. Note 7. Quand même des ouvriers opérant ensemble feraient en même temps la même besogne, le travail de chaque individu en tant que partie du travail collectif peut représenter une phase différente, dont l'évolution est accélérée par suite de la coopération. Quand 12 maçons font la chaîne pour faire passer des pierres de construction du pied d'un échafaudage à son sommet, chacun d'eux exécute la même manœuvre, et néanmoins, toutes les manœuvres individuelles, partie continue d'une opération d'ensemble, forment diverses phases par lesquelles doit passer chaque pierre, et les 24 mains du travailleur collectif la font passer plus vite que ne le feraient les 2 mains de chaque ouvrier isolé, montant et descendant l'échafaudage. Note 8. Le temps dans lequel l'objet de travail parcourt un espace donné est donc raccourci. Une combinaison de travaux s'opère encore, bien que les coopérants fassent la même besogne ou des besognes identiques quand ils attaquent l'objet de leur travail de différents côtés à la fois. 12 maçons, dont la journée combinée compte 144 heures de travail, simultanément occupés aux différents côtés d'une bâtisse, avancent beaucoup plus rapidement que ne le ferait un seul maçon, en 12 jours ou en 144 heures de travail. La raison est que le travailleur collectif a des yeux et des mains par devant et par derrière, et se trouve jusqu'à un certain point présent partout. C'est ainsi que des parties différentes du produit, séparées par l'espace, viennent à maturité dans le temps. Nous n'avons fait que mentionner les cas où les ouvriers se complétant mutuellement font la même besogne ou des besognes semblables. C'est la plus simple forme de la coopération, mais elle se retrouve comme élément dans la forme la plus développée. Si le procès de travail est compliqué, le seul nombre des coopérateurs permet de répartir les diverses opérations entre différentes mains,
de les faire exécuter simultanément et de raccourcir ainsi le temps nécessaire à la confection du produit. Note 9. Dans beaucoup d'industries, il y a des époques déterminées, des moments critiques qu'il faut saisir pour obtenir le résultat voulu. S'agit-il de tondre un troupeau de moutons ou d'engranger la récolte, la qualité et la quantité du produit dépendent de ce que le travail commence et finit à des termes fixes. Le laps de temps pendant lequel le travail doit s'exécuter est déterminé ici par sa nature même, comme dans le cas de la pêche au hareng. Dans le jour naturel, l'ouvrier isolé ne peut tailler qu'une journée de travail, soit une de 12 heures. Mais la coopération de 100 ouvriers entassera dans un seul jour 1200 heures de travail. La brièveté du temps disponible est ainsi compensée par la masse du travail jeté au moment décisif sur le champ de production. L'effet produit à temps dépend ici de l'emploi simultané d'un grand nombre de journées combinées et l'étendue de l'effet utile du nombre des ouvriers employés. Note 10. C'est faute d'une coopération de ce genre que dans l'ouest des États-Unis, des masses de blé, et dans certaines parties de l'Inde où la domination anglaise a détruit les anciennes communautés, des masses de coton sont presque tous les ans dilapidées. Note 11. La coopération permet d'agrandir l'espace sur lequel le travail s'étend. Certaines entreprises, comme le dessèchement, l'irrigation du sol, la construction de canaux, de routes, de chemins de fer, etc., la réclament à ce seul point de vue. D'autre part, tout en développant l'échelle de la production, elle permet de rétrécir l'espace où le procès du travail s'exécute. Ce double effet, levier si puissant dans l'économie de faux frais, n'est dû qu'à l'agglomération des travailleurs, au rapprochement d'opérations diverses mais connexes et à la concentration des moyens de production. Note 12. Comparée à une somme égale de journées de travail individuelles et isolées, la journée de travail combinée rend plus de valeur d'usage et diminue ainsi le temps nécessaire pour obtenir l'effet voulu. Que la journée de travail combinée acquiert cette productivité supérieure en multipliant la puissance mécanique du travail, en étendant son action dans l'espace ou en resserrant le champ de production par rapport à son échelle, en mobilisant au moment critique de grandes quantités de travail, en développant l'émulation, en excitant les esprits animaux, en imprimant aux efforts uniformes de plusieurs ouvriers soit le cachet de la multiformité, soit celui de la continuité, en exécutant simultanément des opérations diverses, en économisant des instruments par leur consommation en commun ou en communiquant aux travaux individuels le caractère de travail moyen, la force productive spécifique de la journée combinée est une force sociale du travail, ou une force de travail sociale. Elle naît de la coopération elle-même. En agissant conjointement avec d'autres dans un but commun et d'après un plan concerté, le travailleur efface les bornes de son individualité et développe sa puissance comme espèce. Note 13. En général, des hommes ne peuvent pas travailler en commun sans être réunis. Leur rassemblement est la condition même de leur coopération. Pour que des salariés puissent coopérer, il faut que le même capital, le même capitaliste, les emploie simultanément et achète par conséquent à la fois leur force de travail. La valeur totale de ces forces, ou une certaine somme de salaire pour le jour, la semaine, etc., doit être amassée dans la poche du capitaliste, avant que les ouvriers soient réunis dans le procès de production. Le paiement de 300 ouvriers à la fois, ne fût-ce que pour un seul jour, exige une plus forte avance de capital que le paiement d'un nombre inférieur d'ouvriers par semaine pendant toute une année. Le nombre des coopérants, ou l'échelle de la coopération, dépend donc en premier lieu de la grandeur du capital qui peut être avancé pour l'achat de force de travail, c'est-à-dire de la proportion dans laquelle un seul capitaliste dispose des moyens de subsistance de beaucoup d'ouvriers. Et il en est du capital constant comme du capital variable. Les matières premières, par exemple, coûtent 30 fois plus au capitaliste qui occupe 300 ouvriers qu'à chacun des 30 capitalistes n'en employant que 10. Si la valeur et la quantité des instruments de travail usés en commun ne croissent pas proportionnellement au nombre des ouvriers exploités, elles croissent aussi cependant considérablement. La concentration des moyens de production entre les mains de capitalistes individuels est donc la condition matérielle de toute coopération entre des salariés. Nous avons vu, au chapitre 11, qu'une somme de valeur ou d'argent, pour se transformer en capital, devait atteindre une certaine grandeur minima, permettant à son possesseur d'exploiter assez d'ouvriers pour pouvoir se décharger sur eux du travail manuel. Sans cette condition, le maître de corporation et le petit patron n'eussent pu être remplacés par le capitaliste, et la production même n'eût pu revêtir le caractère formel de production capitaliste. Une grandeur minima de capital entre les mains de particuliers et se présente maintenant à nous sous un tout autre aspect. Elle est la concentration de richesses nécessitée pour la transformation des travaux individuels et isolés en travail social et combiné.
Elle devient la base matérielle des changements que le mode de production va subir. Au début du capital, son commandement sur le travail a un caractère purement formel et presque accidentel. L'ouvrier ne travaille alors sous les ordres du capital que parce qu'il lui a vendu sa force. Il ne travaille pour lui que parce qu'il n'a pas les moyens matériels pour travailler à son propre compte. Mais dès qu'il y a coopération entre des ouvriers salariés, le commandement du capital se développe comme une nécessité pour l'exécution du travail, comme une condition réelle de production. Sur le champ de la production, les ordres du capital deviennent dès lors aussi indispensables que le sont ceux du général sur le champ de bataille. Tout le travail social ou commun, se déployant sur une assez grande échelle, réclame une direction pour mettre en harmonie les activités individuelles. Elle doit remplir les fonctions générales qui tirent leur origine de la différence existante entre le mouvement d'ensemble du corps productif et les mouvements individuels des membres indépendants dont il se compose. Un musicien exécutant un solo se dirige lui-même, mais un orchestre a besoin d'un chef. Cette fonction de direction, de surveillance et de médiation devient la fonction du capital dès que le travail qui lui est subordonné devient coopératif, et comme fonction capitaliste, elle acquiert des caractères spéciaux. L'aiguillon puissant, le grand ressort de la production capitaliste, c'est la nécessité de faire valoir le capital. Son but déterminant, c'est la plus grande extraction possible de plus-value, note 14, ou, ce qui revient au même, la plus grande exploitation possible de la force de travail. À mesure que la masse des ouvriers exploités simultanément grandit, leur résistance contre le capitaliste grandit, et par conséquent la pression qu'il faut exercer pour vaincre cette résistance. Entre les mains du capitaliste, la direction n'est pas seulement cette fonction spéciale qui naît de la nature même du procès de travail coopératif ou social, mais elle est encore, et éminemment, la fonction d'exploiter le procès de travail social, fonction qui repose sur l'antagonisme inévitable entre l'exploiteur et la matière qu'il exploite. De plus, à mesure que s'accroît l'importance des moyens de production qui font face aux travailleurs comme propriété étrangère, s'accroît la nécessité d'un contrôle, d'une vérification de leur emploi d'une manière convenable. Note 15. Enfin, la coopération d'ouvriers salariés n'est qu'un simple effet du capital qui les occupe simultanément. Le lien entre leurs fonctions individuelles et leur unité comme corps productif se trouve en dehors d'eux dans le capital qui les réunit et les retient. L'enchaînement de leurs travaux leur apparaît idéalement comme le plan du capitaliste, et l'unité de leur corps collectif leur apparaît pratiquement comme son autorité, la puissance d'une volonté étrangère qui soumet leurs actes à son but. Si donc la direction capitaliste quant à son contenu a une double face, parce que l'objet même qu'il s'agit de diriger est d'un côté procès de production coopératif et d'autre côté procès d'extraction de plus-value, la forme de cette direction devient nécessairement despotique. Les formes particulières de ce despotisme se développent à mesure que se développe la coopération. Le capitaliste commence par se dispenser du travail manuel. Puis, quand son capital grandit et avec lui la force collective qu'il exploite, il se démet de sa fonction de surveillance immédiate et assidue des ouvriers et des groupes d'ouvriers, et la transfère à une espèce particulière de salariés. Dès qu'il se trouve à la tête d'une armée industrielle, il lui faut des officiers supérieurs, des directeurs, des gérants, des officiers inférieurs, des surveillants, des inspecteurs, des contremaîtres, qui, pendant le procès de travail, commandent au nom du capital. Le travail de la surveillance devient leur fonction exclusive. Quand l'économiste compare le mode de production des cultivateurs ou des artisans indépendants avec l'exploitation fondée sur l'esclavage, telle que la pratiquent les planteurs, il compte ce travail de surveillance parmi les faux frais. Note 16. Mais s'il examine le mode de production capitaliste, il identifie la fonction de direction et de surveillance, en tant qu'elle dérive de la nature du procès de travail coopératif, avec cette fonction en tant qu'elle a pour fondement le caractère capitaliste et conséquemment antagonique de ce même procès. Note 17. Le capitaliste n'est point capitaliste parce qu'il est directeur industriel. Il devient au contraire chef d'industrie parce qu'il est capitaliste. Le commandement dans l'industrie devient l'attribut du capital, de même qu'aux temps féodaux, la direction de la guerre et l'administration de la justice étaient les attributs de la propriété foncière. Note 18. L'ouvrier est propriétaire de sa force de travail tant qu'il en débat le prix de vente avec le capitaliste, et il ne peut vendre que ce qu'il possède, sa force individuelle. Ce rapport ne se trouve en rien modifié parce que le capitaliste achète 100 forces de travail au lieu d'une, ou passe contrat non avec un mais avec 100 ouvriers indépendants les uns des autres et qu'il pourrait employer sans les faire coopérer. Le capitaliste paye donc à chacun des 100 sa force de travail indépendante,
mais ils ne payent pas la force combinée de la centaine. Comme personnes indépendantes, les ouvriers sont des individus isolés, qui entrent en rapport avec le même capital, mais non entre eux. Leur coopération ne commence que dans le procès de travail. Mais là, ils ont déjà cessé de s'appartenir. Dès qu'ils y entrent, ils sont incorporés au capital. En tant qu'ils coopèrent, qu'ils forment les membres d'un organisme actif, ils ne sont même qu'un mode particulier d'existence du capital. La force productive que des salariés déploient en fonctionnant comme travailleurs collectifs est par conséquent force productive du capital. Les forces sociales du travail se développent sans être payées dès que les ouvriers sont placés dans certaines conditions et le capital les y place. Parce que la force sociale du travail ne coûte rien au capital, et que, d'un autre côté, le salarié ne la développe que lorsque son travail appartient au capital, elle semble être une force dont le capital est doué par nature, une force productive qui lui est immanente. L'effet de la coopération simple éclate d'une façon merveilleuse dans les œuvres gigantesques des anciens asiatiques, des Égyptiens, des Étrusques, etc. Ouvrez les guillemets. Il arrivait à des époques reculées que ces États de l'Asie, leurs dépenses civiles et militaires une fois réglées, se trouvaient en possession d'un excédent de subsistance qu'ils pouvaient consacrer à des œuvres de magnificence et d'utilité. Leur pouvoir de disposer du travail de presque toute la population non agricole et le droit exclusif du monarque et du sacerdoce sur l'emploi de cet excédent leur fournissaient les moyens d'élever ces immenses monuments dont ils couvraient tout le pays. Pour mettre en mouvement les statues colossales et les masses énormes dont le transport excite l'étonnement, on n'employait presque que du travail humain mais avec la plus excessive prodigalité. Le nombre des travailleurs et la concentration de leurs efforts suffisaient. Ainsi voyons-nous des bancs énormes de corail surgir du fond de l'océan, former des îles et de la terre ferme, bien que chaque individu qui contribue à les constituer soit faible, imperceptible et méprisable. Les travailleurs non agricoles d'une monarchie asiatique avaient peu de choses à fournir en dehors de leurs efforts corporels. Mais leur nombre était leur force, et la despotique puissance de direction sur ces masses donna naissance à leurs œuvres gigantesques. La concentration en une seule main ou dans un petit nombre de mains des revenus dont vivaient les travailleurs rendit seule possible l'exécution de pareilles entreprises. Note 19. Fermez les guillemets. La coopération, telle que nous la trouvons à l'origine de la civilisation humaine chez les peuples chasseurs, note 20, dans l'agriculture des communautés indiennes, etc., repose sur la propriété en commun des conditions de production, et sur ce fait que chaque individu adhère encore à sa tribu ou à la communauté aussi fortement qu'une abeille à son essaim. Ces deux caractères la distinguent de la coopération capitaliste. L'emploi sporadique de la coopération sur une grande échelle, dans l'Antiquité, le Moyen-Âge et les colonies modernes, se fonde sur des rapports immédiats de domination et de servitude, généralement sur l'esclavage. Sa forme capitaliste présuppose au contraire le travailleur libre, vendeur de sa force. Dans l'histoire, elle se développe en opposition avec la petite culture des paysans et l'exercice indépendant des métiers, que ceux-ci possèdent ou non la forme coopérative. Note 21. En phase 2, la coopération capitaliste n'apparaît point comme une forme particulière de la coopération, mais au contraire la coopération elle-même comme la forme particulière de la production capitaliste. Si la puissance collective du travail, développée par la coopération, apparaît comme force productive du capital, la coopération apparaît comme mode spécifique de la production capitaliste. C'est là la première phase de transformation que parcourt le procès de travail par suite de sa subordination au capital. Cette transformation se développe spontanément. Sa base, l'emploi simultané d'un certain nombre de salariés dans le même atelier, est donné avec l'existence même du capital, et se trouve là comme résultat historique des circonstances et des mouvements qui ont concouru à décomposer l'organisme de la production féodale. Le mode de production capitaliste se présente donc comme nécessité historique pour transformer le travail isolé en travail social. Mais entre les mains du capital, cette socialisation du travail n'en augmente les forces productives que pour l'exploiter avec plus de profit. Dans sa forme élémentaire, la seule considérée jusqu'ici, la coopération coïncide avec la production sur une grande échelle. Sous cet aspect, elle ne caractérise aucune époque particulière de la production capitaliste, si ce n'est les commencements de la manufacture encore professionnelle, note 22, et ce genre d'agriculture en grand, qui correspond à la période manufacturière et se distingue de la petite culture moins par ses méthodes que par ses dimensions. La coopération simple prédomine aujourd'hui encore dans les entreprises où le capital opère sur une grande échelle sans que la division du travail ou l'emploi des machines y joue un rôle important.
Le mode fondamental de la production capitaliste, c'est la coopération, dont la forme rudimentaire, tout en contenant le germe de formes plus complexes, ne reparaît pas seulement dans celle-ci comme un de leurs éléments, mais se maintient aussi à côté d'elle comme mode particulier.